évident que cette division va leur nuire, que probablement des listes n'obtiendront pas le nombre de voix nécessaires pour passer le seuil et pour obtenir au moins 4 députés. Donc je dirais qu'à priori, sauf surprise, ça fait plutôt les affaires de Benyamin Netanyahou qui aura en face de lui assez peu de députés arabes et donc aucune chance quasiment pour Yair Lapid de former une coalition. Nous sommes en ligne avec Stéphane Amar, qui est journaliste, écrivain, on peut dire même spécialiste du secteur arabe israélien, qu'il connaît bien. Justement, nous l'attrapons quelque part dans le Negev. Et nous voulions avec vous ce matin, Stéphane, Boker Tov d'abord. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous. Nous voulions ce matin essayer de mieux comprendre un peu les différences d'approche entre les différentes formations politiques qui dominent dans le secteur arabe israélien. Alors, on l'a appris avec la division, avec la scission entre le parti Balad et les deux autres formations que sont le parti Ta'al de Ahmed Tibi et le parti Hadash de Eman Odeh. Cela fait qu'en fait, de facto, il y aura 3 partis politiques qui se présentent. Au total, au moins 4, puisqu'il y a 2 partis dans la liste qui était appelée la liste arabe unifiée, qui est moins unifiée qu'on ne le pensait initialement. Alors, je voudrais que vous nous aidiez à mieux faire le clair sur les orientations de ces formations politiques. On va commencer par celle qui apparaît comme la plus modérée, c'est-à-dire le parti communiste, le parti Hadash. Alors, modéré dans le sens où, effectivement, le parti Hadash a toujours admis dans ses rangs des juifs, donc aussi bien des arabes que des juifs. C'est un parti qui s'est structuré autour de l'idéologie marxiste-léniniste, autour du communisme, ce qui remonte au début de l'État d'Israël, puisque vous savez que ce courant était extrêmement fort, y compris du côté juif, avec le MAPAM. Mais il y a eu toujours ce courant qui a effectivement uni des juifs et des arabes, qui s'est constitué autour essentiellement de la ville de Haïfa, qui est une ville historiquement ouvrière, qui comptait beaucoup de militants du parti communiste. Et ce parti Hadash prône un État binational, un État qui réunirait des juifs et des arabes, qui auraient abandonné d'une certaine manière leur identité pour se réunir autour de la lutte des classes. Alors ça, c'est pour le parti Hadash, et il a modifié son orientation au cours des dernières années. Alors au fil des années, si vous vouliez, et surtout après 1967, c'est-à-dire 1967, il faut bien comprendre que c'est la réunification d'une certaine manière des Arabes israéliens et des Palestiniens, puisque la ligne verte va tomber, et ce qui était une frontière complètement étanche, va devenir très perméable, puisqu'on peut aller au moins dans un sens, c'est-à-dire d'Israël vers la Cisjordanie relativement facilement, et tous les Arabes israéliens vont d'une certaine manière se palestiniser, puisqu'ils vont être au contact de la réalité palestinienne, et cela va considérablement renforcer le nationalisme des Arabes israéliens. Et les militants de Hadash n'échappent pas à cette tendance, puisque au fil des années, effectivement, ils vont durcir, je dirais, leur position et devenir plus nationalistes qu'ils ne l'étaient auparavant. Même s'ils sont communistes, on va dire. Absolument. Alors, l'autre formation qu'on a encore un petit peu plus de mal à situer, c'est celle de Ta'al, le parti d'Ahmed Tibi. Alors c'est un parti, je dirais, qui repose sur un homme. Ahmed Tibi est une figure du monde arabe israélien. Il a été, il faut le rappeler, conseiller de Yasser Arafat au moment des accords d'Oslo, au moment des accords de Wye Plantation. C'est ensuite, simplement au début des années 2000, qu'il s'est lancé dans la politique israélienne, qu'il a été élu député en 2003. Il y a eu plusieurs tentatives de la part de la droite israélienne pour le disqualifier, en expliquant qu'il avait été un proche d'Arafat, que d'une certaine manière, il avait été au service de l'ennemi. Toutes ces tentatives ont été rejetées par la Cour suprême, et je dirais que ce parti Ta'al tient surtout par la personnalité d'Ahmed Tibi, qui est un personnage extrêmement charismatique, qui maîtrise parfaitement les codes de la société israélienne, qui apparaît souvent dans les émissions de divertissement, qui sait faire preuve d'humour, mais qui reste néanmoins un partisan affiché de l'autorité palestinienne et de la création d'un État palestinien. Alors, ça c'est pour ce qui est la liste arabe unifiée, qui reste la liste arabe unifiée, on va dire. Le parti Balad est considéré, on va dire, dans l'échiquier politique comme un parti radical. Expliquez-nous pourquoi.
Alors Balad, c'est un parti qui s'est très clairement constitué en opposition au projet national juif, au projet national sioniste. Il a inventé cette formule de l'État de tous ses citoyens, c'est-à-dire un État qui n'aurait plus de caractère juif et où les Juifs et les Arabes auraient des droits égaux et surtout auraient une représentation nationale équivalente. Il a été fondé et dirigé par un personnage assez trouble qui s'appelle Azmi Bishara, qui a été si loin dans sa collaboration avec les ennemis d'Israël qu'il a dû quitter le pays. C'est une procédure extrêmement rare en Israël, mais il a été accusé de trahison avec l'ennemi au moment de la guerre du Liban, la deuxième guerre du Liban en 2006, puisqu'il aurait communiqué des données stratégiques extrêmement importantes au Hezbollah libanais au sud-Liban, la milice prochite du sud-Liban. Et donc Azmi Bishara a laissé cette empreinte dans ce parti Balad qui lui très clairement, de façon tout à fait décomplexée, eh bien milite pour la déjudaïsation de l'État d'Israël et je dirais incarne le secteur, la portion des Arabes israéliens la plus radicale, la plus anti-israélienne, la plus anti-sioniste en tout cas. Alors la question que l'on peut se poser, c'est que finalement, cette scission, c'est peut-être ce qui est le plus naturel, parce que c'est en fait l'union entre ces trois formations qui était contre nature. Comment trois formations aussi différentes, comme le Parti communiste, le parti Balad ultranationaliste, puis pouvaient vivre ensemble? Non, parce qu'il y a ce socle commun, c'est le socle ethnique et le socle souvent religieux, parce que la plupart des Arabes israéliens sont musulmans, et donc c'est ce qui unit d'une certaine manière ces trois partis, et également aussi l'opposition, alors différemment teintée idéologiquement, mais l'opposition au projet sioniste qui est considéré comme quelque chose qui oppresse la population arabe israélienne, qui en fait des citoyens de seconde zone. Et ça, c'est un socle commun assez solide. Cela dit, vous avez raison, il y a des différences idéologiques et aussi des différences de personnes qui font que, selon les élections, soit ces listes partent ensemble, soit elles partent en ordre dispersé. Alors on n'a pas parlé pour l'instant du parti Ra'am, mais on en a beaucoup parlé durant cette année, puisque le parti Ra'am est la première formation qui a figuré dans une coalition gouvernementale. Aujourd'hui, quelque part, où on la situe, où on situe la formation de Ra'am dans ce puzzle des partis arabes? Alors de mon point de vue, le parti Ra'am est complètement à part. D'abord parce que vous l'avez dit, effectivement, ça a été le premier parti arabe à participer à une coalition gouvernementale extrêmement sensible, extrêmement fragile. On s'en souvient, mais enfin ça a été un partenaire loyal de Naftali Bennett et de Yair Lapid. Et surtout au niveau idéologique, le parti Ra'am n'a pas du tout la position des trois autres partis. On l'a bien vu puisque Mansour Abbas a déclaré tout à fait officiellement devant les médias qu'il reconnaissait le caractère juif de l'État d'Israël, et ça, c'est profondément blasphématoire pour les trois autres partis. Aucun de ces trois autres partis ne reconnaîtrait le caractère juif de l'État d'Israël comme l'a fait Mansour Abbas, qui s'inscrit dans une démarche toute différente, qui est une démarche de coopération avec l'État juif pour améliorer le quotidien des Arabes israéliens et pour défendre leurs droits individuels et non leurs droits nationaux. C'est pour ça que le parti Ra'am, je dirais, fait figure de mon point de vue l'avenir de la communauté arabe en Israël, celle qui en tout cas a choisi de s'intégrer sans lutter contre le caractère juif de l'État d'Israël et contre le sionisme dans son essence. Alors je voudrais vous demander quelles vont être les répercussions de cette division du parti Balad sur la campagne électorale. Est-ce que vous pensez, comme certains l'affirment, que finalement cette scission c'est pour le bien et que ça va pousser peut-être plus d'Arabes modérés qui étaient plutôt dans une position d'attentiste à aller voter en faveur des deux autres formations qui restent dans la liste arabe unifiée, ou alors au contraire finalement ça risque d'effondrer toute la représentativité des Arabes israéliens dans la prochaine Knesset? Non, je ne pense pas que toute division pousse des citoyens à aller voter. Je ne pense pas que la division renforce les partis. Au contraire, le meilleur score historiquement qu'ont obtenu les Arabes israéliens, c'est avec la liste unifiée en 2015. Je crois qu'ils avaient, peut-être me démentir, mais je crois 13 députés, ce qui avait été un score historique parce qu'ils étaient partis unis au combat. Et là, il est évident que cette division va leur nuire, que probablement des listes n'obtiendront pas
le nombre de voix nécessaires pour passer le seuil et pour obtenir au moins 4 députés. Donc je dirais qu'a priori, sauf surprise, ça fait plutôt les affaires de Benyamin Netanyahou qui aura en face de lui assez peu de députés arabes et donc aucune chance quasiment pour Yair Lapid de former une coalition. Mais si tout de même, d'une certaine manière, on se retrouvait dans une constellation où Netanyahou n'avait pas les 61 députés requis, est-ce que vous pensez que ce sera plus facile pour Yair Lapid de légitimer, ou on va dire de cachériser la liste arabe unifiée, alors qu'il n'y a pas le parti Balad en son sein, que si le parti Balad y était? Je pense que la seule union qui était possible avec les partis arabes israéliens, c'était l'union qui a été faite avec RAM. Parce que RAM avait des propos extrêmement clairs, encore une fois, sur l'État d'Israël en tant qu'État juif. RAM n'a jamais, si vous voulez, réclamé la dissolution d'Israël en tant qu'État juif. Il a encore moins participé à la sédition comme a pu le faire Azmi Bishara. Donc je pense que même la personnalité, quelque part, de Mansour Abbas faisait qu'il était possible de conclure un accord avec lui. Ah, nous avons perdu en ligne. Tellement avec Mansour Abbas, on s'en souvient avant les dernières élections, mais je pense qu'une telle alliance est complètement impossible avec les responsables des 3 autres partis arabes. Eh bien, Stéphane Amar, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, on va dire, du secteur arabe israélien, des partis, des formations politiques qui vont concourir pour la 25e Knesset. Il n'est pas certain que toutes ces formations donc figurent dans la prochaine Knesset. On le verra bien entendu au lendemain des élections du 1er novembre. Mais en tout cas, c'est extrêmement passionnant de voir ce qui se passe actuellement dans le secteur arabe israélien. Merci beaucoup de nous avoir aidés à mieux comprendre donc cette réalité dans le secteur arabe israélien. Bonne journée Stéphane et à bientôt. Merci Daniel, bonne journée, au revoir.